Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour David. Bienvenue effectivement à ce troisième volet de notre voyage au pays du Source to Pay. Voilà. Et on va attendre encore une bonne minute là, voilà, que tout le monde puisse nous rejoindre pour qu'on aborde donc ce volet qui concerne plus particulièrement la maîtrise des délais de paiement. Et ça nous rejoint, ça nous rejoint. Pas mal de monde arrivé. Bonjour aux gens qui sont en train de nous se connecter. Voilà, on attend juste encore une petite minute, histoire que tout le monde ait l'écran et la voix ajustés. Donc je rappelle, hein, voilà, on a organisé effectivement donc Fluxim et Mazar, on souhaitait organiser ce petit voyage en 5 étapes mensuelles d'une demi-heure, qui a pour vocation de reprendre 5 grands thèmes effectivement et conseils pour réussir un projet Source to Pay ou Procure to Pay. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va aborder plus particulièrement un élément clé quand même, avec des sanctions qui peuvent être significatives sur l'absence d'une maîtrise de délai de paiement de ses fournisseurs. Donc, bonjour aux personnes arrivantes et on démarre. Donc, je me présente, je suis moi-même Ralph Robaille, je suis le directeur commercial France de Fluxim et je suis accompagné de David Degimon, qui est associé chez Mazar. Bonjour, bonjour à tous. Donc ce matin, on va aborder plusieurs sujets. Donc déjà, un premier point qui est important dans le déroulé, c'est un rappel du contexte, hein, donc à la fois effectivement sur le processus Procure to Pay dans son ensemble, et puis surtout, on va vous présenter les dernières actualités et réglementations autour du délai de paiement et les sanctions que l'on peut encourir en cas d'absence de respect de ces dernières. Et donc, suite à cela, effectivement, dans une seconde partie, on évoquera au travers de 3 leviers principaux, comment maîtriser au mieux son délai de paiement. D'accord ? Et puis, à la fin, bien sûr, on conservera une partie questions-réponses pour être plus précis sur certains points que vous voudriez détailler. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions pendant le déroulé, hein, en fonction de quand vous quand elles viennent à votre esprit, mais on y répondra à la fin, histoire de suivre notre présentation. Merci à vous. Alors, rappel du contexte du P2P. Classiquement, donc, voilà, on retrouve effectivement les grandes étapes d'un process Procure to Pay. Donc, depuis l'expression de besoin jusqu'au lettrage. Ça c'est classique. 2 grandes phases, on va dire, conventionnellement. Donc, les 4 premières briques représentent la partie achat. Plein de termes différents derrière, mais on retrouve toujours la même logique qu'on va redétailler. Et puis la deuxième partie concerne la partie traitement facture. Donc les principes de base d'un Procure to Pay, c'est de remettre le fondement, donc le démarrage du besoin, l'expression de besoin, la sélection, la recherche d'un fournisseur, l'établissement d'une demande d'achat, un workflow d'approbation avec des règles en termes de montant, de
de gestion et puis hiérarchique pour parvenir à l'établissement d'une commande et du transfert de cette commande à son fournisseur. Puis élément clé, donc la réception, hein, souvent qui est un point plutôt dur dans le change interne pour que les gens viennent acter effectivement le retour de la marchandise ou de la prestation, qui va permettre, lui, d'assurer le contrôle facture, donc la réception de la facture, pour faire un matching, hein, donc une réconciliation entre cette facture et cette réception, sur lequel il peut ou non y avoir des litiges. Et en cas où tout matche parfaitement, et bien effectivement, ça va permettre de déclencher le process de paiement, puis d'aller jusqu'au lettrage. Hein. Donc voilà, donc ça, on est sur la chaîne complète du procure to pay. Donc dans les précédents voyages, on avait montré effectivement l'importance de maîtriser la partie amont, le contrôle dépenses, hein, souvent qui encore est très faiblement automatisé dans beaucoup d'entreprises, hein, surtout sur la partie frais généraux, hein, qui quand même occasionne effectivement niveau de dépenses, et de maîtriser cette dépense, c'est important dans le processus global. On a vu le deuxième point qui était au cours de notre deuxième étape du voyage, l'importance de maîtriser donc le référentiel fournisseur, hein, donc point clé de voûte de ce type de projet. Et donc aujourd'hui, on va effectivement mettre en avant les risques auxquels on s'expose en cas d'absence de respect des délais de règlement, et donc les conseils ou points clés qu'il faut prendre en compte pour le respecter. Alors, l'actualité, hein, donc Covid 2019, ça on n'apprend pas grand-chose à. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que il est certain que ce Covid, il va pas aider au respect des délais de règlement. Hein, clairement, il va y avoir un sujet. Donc, le médiateur, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme, hein, met en avant et de façon significative le nombre de paiements, de retard de paiement qui s'envolent de façon très significative, puisque là, vous voyez, vous avez 270 millions d'euros de notifiés. C'est l'écart constaté sur donc c'est la troisième semaine de mars, là, la dernière semaine de mars. C'était 270 millions d'euros, donc ça a triplé par rapport à la même période en 2019. Donc c'est quand même assez significatif. Et donc ce comité médiateur, hein, qui met en avant ces chiffres les explique par plusieurs facteurs, hein, donc des fermetures d'entreprises, des défauts d'acheminement de courrier, mais aussi par le fait que un certain nombre d'entreprises font de la rétention de trésorerie. Et ça, du coup, le médiateur le met en avant, et du coup, l'État va venir clairement sanctionner. Je pense que David va nous présenter des chiffres juste après. Voilà, donc du coup, voilà, le constat, c'est de dire qu'il y a un accroissement fort des probabilités de défaillance qui effraie tout le monde, hein, parce que du coup, c'est des cessations d'activité en cascade, hein, et donc c'est très inquiétant. Hein, voilà. Donc des chiffres jamais vus jusque-là, assez significatifs. David, sur les incidents de paiement, le dépôt de bilan, tu veux peut-être rajouter des choses? Oui, donc comme tu l'as dit, une hausse par rapport à l'année dernière de 3 fois sur les incidents de paiement. Je pense que ce qui est important aujourd'hui de noter, c'est que en effet, il y a eu ce comité qui a été créé dès le début de la crise pour justement regarder les délais de paiement, puisque comme on va le voir, les délais de paiement est une question clé auquel le gouvernement s'attelle depuis quelques années et régule, régit depuis quelques années. Donc ça, c'est ces éléments-là. Et donc on s'aperçoit, en effet, ce comité s'aperçoit et crie un petit peu, tire la sonnette d'alarme, s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dépôts de bilan qui sont en train de se faire, de défaillances d'entreprise. D'ailleurs, à la vue de ces chiffres et au constat de ce comité, je ne sais pas si vous avez entendu les dernières actualités, mais vraisemblablement pour les entreprises qui auraient déposé en mi-mars, en tout cas qui auraient eu des défaillances en mi-mars, il y aurait une exonération de leurs charges pour justement prévoir la trésorerie. Donc ce qui est important de voir et ce que soulignait Raph, c'est en effet ce comité a été mis en place, note qu'il y a des défaillances d'entreprises. Alors certes, comme ils le mettent en avant et comme ils le soulignent, des défaillances d'entreprises qui sont liées à une volonté pour certaines de garder les fonds,
et de garder des fonds de trésorerie, de garder de la liquidité. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est appuyé et montré du doigt, bien que des sociétés soient citées en exemple et que des sociétés jouent le jeu en payant même avant les échéances certaines entreprises. Mais ce qui est aussi montré du doigt, et ce que disait Raph, c'est le problème de processus est lié à la crise. Bah, tout simplement, le comptable qui en télétravail ne reçoit plus ses factures, ou tout simplement bah, la Poste qui, pendant un moment donné, a arrêté de faire ses livraisons ou a fait des livraisons tous les 2 jours, et donc forcément bah, des factures ou des flux qui n'ont plus été les mêmes. Donc c'est des points qu'on va voir par la suite, mais en effet, on souhaitait par rapport bah, à la crise que nous vivons, remettre un petit peu ce contexte et dire qu'en effet, bah, même si le webinaire avait été préparé en amont, on voit bien que le sujet est plus que d'actualité, et notamment avec cette crise sanitaire. Donc sur la partie réglementaire, pour refaire un petit rappel, donc en effet, bah, on le voit depuis un certain temps, le gouvernement, l'État s'attelle à regarder et à s'assurer que les entreprises sont payées en temps et en heure. Alors pour plusieurs sujets, hein, il y a quelques années, quand j'ai commencé sur cette partie-là, on parlait que c'était pour le bien-être et pour enlever le papier, pour l'environnement. Mais très rapidement, on a vu que le fil conducteur était la TVA, parce qu'on sait aujourd'hui que ça, c'est un manque à gagner très important pour l'entreprise, pour l'État, pardon, excusez-moi. Pour l'État, c'est un manque à gagner très important. Et donc, l'État est venu encadrer les délais de règlement. Donc, au départ, par tout simplement la loi LME, donc, qui disait que vous aviez que 60 jours pour payer une facture de biens et services. Hein. Bien sûr, j'enlève toutes les exceptions liées à l'alimentaire, au léger, à l'ultra frais. 45 jours fin de mois, donc c'était les deux éléments qui venaient aujourd'hui sur une facture de biens et services mettre un petit peu la fourchette, en tout cas la fourchette maximum. Hein. Rien ne vous empêche de régler avant cette date-là. Par contre, il y a la loi qui vous empêche de la régler après. Et puis, suite à la loi LME, on a eu un certain nombre de facilités. Je pense notamment à tout ce qui était lié à la digitalisation des factures, hein, pour s'assurer que les factures arrivent de plus en plus vite. Donc, bah, il y a eu une ouverture sur le mode de réception de la facture, sur la partie de l'originalité, sur comment on va démontrer la piste d'audit. Mais ça sera notre prochaine étape sur notre prochain voyage. L'État aussi a mis rapidement pour la contribution le CAC, hein, en demandant à ce que une attestation soit faite dans son rapport de gestion, qu'en tout cas dans le rapport de gestion, le CAC vienne valider les délais de paiement entre les fournisseurs et les clients. Et puis, forcément, on a tout ce qui est sur le contrôle du processus, avec les pistes d'audit, la digitalisation, etc., etc. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de points réglementaires qui sont venus, et forcément, qui dit point réglementaire dit face à ces réglementations des sanctions. Donc les sanctions sont montées au fur et à mesure, et on voit sur la slide d'après que la dernière sanction qui a eu lieu avec la loi Sapin 2 et la loi Impact, c'est la publication et le name and shame, c'est-à-dire qu'en fait, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, est un organe aujourd'hui de contrôle qui vient valider dans les sociétés que les délais sont bien respectés, et si les délais ne sont pas respectés, et publie le nom de la société qui ne respecte pas le délai, et met des amendes, et des amendes qui sont conséquentes, puisque elles peuvent être très très importantes. Et on voit que sur la fin de l'année 2019, vous avez dû voir dans la presse des montants, puisque vous avez une entreprise de télécommunications qui a eu une amende de 3,7 millions, donc sur plusieurs années, hein, elle a été adressée sur plusieurs années, mais bon, 3,7 millions d'amende, c'est quand même quelque chose qui est significatif. Alors, on dit 3,7 millions, certaines entreprises peuvent se dire, bon, bah, ils regardent les grosses. Non, non, ils ne regardent pas que les grosses entreprises. C'est vraiment, ils viennent contrôler l'ensemble des entreprises. On a regardé, donc, comme c'est publié, on a regardé, et en effet, depuis le 3 mars, il n'y avait plus rien eu. Donc, pendant la crise, il y a eu un petit moment
alors je vais pas dire de relâchement, on va plutôt dire il y avait d'autres choses à faire, ils ne sont pas venus embêter les entreprises sur ce point. Mais le 28 avril, ça a repris et donc il y a eu plus d'1 million d'amendes qui ont été distribuées le 28 avril et ça va de 6 000 € à 300 000 euros. Donc on voit bien que toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité sont concernés. Il n'y a pas de, il y a pas de différenciation, il n'y a pas de volonté d'aller chercher sur les grosses entreprises ou sur tel ou tel secteur. C'est vraiment, ça peut aller de la société qui fait du transport ou du petit garagiste jusqu'à la grande entreprise qui est au 440. Donc voilà, donc tous ces éléments, tous ces contextes montrent qu'aujourd'hui, il y a une volonté de maîtrise et on va même le voir que la mauvaise maîtrise des délais de paiement peut avoir des conséquences importantes de défaillance, d'image aussi sur l'entreprise, le name and shame, de perte de confiance. Quand vous payez mal, votre fournisseur s'y prend à 2 fois pour vous relivrer. Tous ces éléments viennent aujourd'hui dans le contexte nous dire que maîtriser les délais de paiement, c'est des choses qu'il faut regarder. Et donc, on vous propose de travailler sur 3 leviers. Et donc, présentons ces 3 leviers. Oui, donc effectivement, trois leviers qui quand même des éléments qui vont permettre de se garantir ou en tout cas de se sécuriser ce délai de paiement, hein. Donc le premier, l'optimisation des processus, hein. Donc effectivement, de revenir sur les fondamentaux, de reprendre, de comprendre tous les processus. Le deuxième point, s'outiller. Clé importante. Alors avec effectivement, on va le voir les dernières, ce que permettent d'apporter les dernières technologies, en tout cas en termes d'optimisation. Et puis élément important et qu'on oublie souvent, c'est effectivement la création de partenariats avec ses fournisseurs. Qu'il faut pas négliger, qui a son élément effectivement d'importance dans le processus. Voilà. Donc, le premier volet, optimisation des processus, hein. Donc effectivement, c'est ta partie. Je dis pas de bêtises, et moi je vais revenir après. Pas de problème. On peut se compléter, mais sur la partie, donc on vous a mis quatre points, quatre éléments qui nous semblent importants de noter. Donc le premier qui est le diagnostic des processus actuels. En effet, on voit il faut s'assurer que son processus aujourd'hui est en capacité de traiter les factures. Et quand on dit son processus, c'est tout simplement comment on reçoit la facture, qui reçoit la facture, est-ce que c'est centralisé, est-ce qu'il y a des risques de délai. Et en fait, on va analyser son processus toujours en regardant le nombre de jours minimum et maximum, l'écart type en fait entre chacune des tâches. Donc aujourd'hui, si on prend un exemple sur le diagnostic d'un processus, vous avez une entreprise qui reçoit ses factures, certaines de ses factures sur EDI. On va dire que donc l'EDI échange de données informatisées, informatiques. Donc la réception d'une facture, c'est 0 jour, puisque à partir du moment où elle est émise par l'entreprise, par le fournisseur, elle est reçue directement par le client, donc c'est 0 jour. Cette même entreprise peut à côté avoir un processus de réception papier, réception sur le terrain, où un fournisseur donne la facture au commercial, qui le commercial fait sa tournée pour la semaine et rentre au bureau tous les lundis pour donner à la comptable l'ensemble des éléments s'il ne l'a pas oublié dans sa voiture ou dans sa mallette. Et là, on voit que déjà, on a sur ce créneau la possibilité d'avoir 7 jours entre la date de réception, voire même si le fournisseur a émis sa facture, puisqu'on suppose bien que pour aller sur le chantier, il ne l'a pas émis le jour même, s'il l'a émis il y a une semaine, vous avez déjà 14 jours dans la vue. Et donc, on va regarder sur l'ensemble des tâches que l'on a vues, que Raph vous a détaillé sur le premier slide du P2P, on va regarder avec cet écart type de délai et voir en combien de temps la société peut régler au minimum sa facture et en combien de temps maximum si
tous les plus gros égartifs sont pris, elle peut régler sa facture. Donc, faire un petit diagnostic de ces processus actuels pour avoir une idée de comment on traite et quelle est la meilleure gestion ou où est-ce que ce seraient les points de blocage. Et puis, quand on fait ce processus-là, on voit qu'en effet, on peut automatiser les traitements. Je vous l'ai dit, automatiser son traitement, c'est entre la réception papier sur le terrain et demander à son fournisseur d'adresser la facture directement dans son ERP, et bah, tout de suite, on automatise un traitement de réception et on voit qu'on peut gagner, bah, sur mon exemple, 14 jours. Donc ces éléments-là, c'est vraiment regarder simplement son processus et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éléments sur lesquels je peux automatiser, sur lesquels je peux faire en sorte que ça aille plus vite, comme l'automatisation d'un bon de commande, comme l'automatisation d'un rapprochement ou d'un lettrage. Donc voilà les deux premiers éléments sur lesquels on souhaitait parler, en tout cas vous donner quelques idées. Sur les deux autres, je te laisse la main. Tout à fait. Donc effectivement, la maîtrise de l'application des nouvelles conditions de facturation. Donc il y a deux volets. On va voir le volet juste après sur la partie outillage pour pouvoir exploiter les dernières technologies à la fois permises par l'administration et disponibles. Donc ça c'est un point d'attention, comme tu l'évoquais, de réception de facturation électronique, qui va éviter la tournée de notre commercial et d'attendre son retour pour obtenir les factures. Le deuxième point, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, si on norme notre process amont de procurement, il faut savoir que depuis octobre 2019, votre fournisseur a l'obligation de restituer votre numéro de commande que vous lui avez donc transmis lors de l'établissement de votre commande dans la facture qu'il va lui-même vous transmettre. Donc aujourd'hui, c'est obligatoire dans les factures. Jusqu'à présent, c'était plutôt un élément fortement demandé par les sociétés, par les acheteurs, pour faciliter le process de gestion. Et souvent, c'était un élément parfois difficile à obtenir parce que l'outillage en face, chez le prestataire, le fournisseur, ne permettait pas une sécurité dans la réception de cette information cruciale pour faire le rapprochement. Donc, depuis octobre 2019, c'est obligatoire en complément de l'adresse de facturation. Donc voilà, donc tous ces éléments, et donc du coup pour le dernier point, pardon, pour respecter les conditions de paiement, alors des choses pratiques qui sont opérées. Souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que à la réception d'une facture, la date en fait la date de paiement est souvent une date générique par rapport aux conditions que vous avez pu négocier avec votre fournisseur. Souvent, cette date est erronée au regard de la date de la facture elle-même. Et donc, des choses toutes bêtes qu'on met en place, mais dans beaucoup de projets que l'on opère, c'est le fait de recalculer la date d'échéance par rapport au référentiel fournisseur. Donc là, on reboucle sur la chaîne, c'est s'assurer que dans le référentiel fournisseur, les bonnes conditions sont mises lors de la contractualisation, que donc les dates sont connues et maîtrisées par les services achats qui négocient les contrats, pour que du coup cette information se répercute bien dans le référentiel fournisseur et qu'elle permette, lors de la réception de facture, de pouvoir revalider ou tous les cas apposer au regard de ce qui a été négocié et non pas de ce qui est présent sur la facture, la bonne date d'échéance de facturation. Donc ça, c'est un moyen de se garantir du respect des conditions de paiement aussi. Alors effectivement, derrière, on a l'avantage aujourd'hui de l'informatique globalement, donc des solutions, des plateformes, des outils, voilà, qui vont permettre d'optimiser un certain nombre de processus et de les sécuriser. Donc effectivement, un des éléments assez simples à mettre en œuvre et qui permet de raccourcir de façon significative tout le processus d'approbation, c'est la mise en place de workflows digital. Donc alors l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur des plateformes SaaS qui vont simplifier aussi le fait que les gens peuvent se connecter facilement avec n'importe quel device, n'importe quel applicatif à la solution sans avoir à solliciter l'informatique interne. Donc, je peux valider depuis chez moi, un hôtel, ma tablette, mon téléphone, avec l'ensemble des informations nécessaires, parce que du coup, c'est quand même ce qu'on met beaucoup en évidence sur le fait que des gens dans le processus bloquent parfois les factures.
Mais comme on est sur des processus semi-automatiques, c'est difficile de comment les épingler. Là, ça devient très, très proactif, parce que du coup, on va avoir une piste d'audit qui trace toutes les étapes, qui a pris combien de temps dans le processus. Voilà. Le deuxième point, c'est la création effectivement d'un portail de traitement facture. Hein. Donc aujourd'hui, les PDF simples sont complètement autorisés, l'EDI, bien entendu, hein, et l'XML, donc des formats beaucoup plus électroniques. Mais au-delà de recevoir du papier qui nécessite des manipulations, comme on le voit actuellement, l'absence de traitement, parce que les factures sont reçues sur l'établissement, et donc le comptable, lui, est basé chez lui aujourd'hui, donc ne peut pas traiter les factures reçues au papier. Par contre, la réception de factures électroniques, elle, permet d'être prise en compte. Et donc, on le fait chez un certain nombre de clients, la mise en place de portails qui permet d'automatiser la réception de factures. Hein. Donc, c'est vraiment des gains de productivité significatifs, parce qu'il n'y a plus de manipulation papier. Derrière, on a des coffres forts qui permettent d'archiver automatiquement la facture reçue. Et donc de s'affranchir de son archivage physique, et qui va permettre, en plus, comme c'est de l'information électronique, de sécuriser la qualité de l'information extraite de la facture pour pouvoir opérer des traitements dessus. Hein. Donc, on est vraiment sur les dernières technologies qui, aujourd'hui, se généralisent fortement. Hein. Il faut savoir qu'en France, on est sur 2,5 milliards à peu près de factures échangées, et qu'on est à un pauvre entre 12 et 15%, l'estimation est là aujourd'hui, de factures qui sont échangées de façon électronique. Donc, il y a des marges de manœuvre gigantesques pour aller dans cette direction. Et dernier point, effectivement, le monitoring. Donc, tous ces outils permettent du coup, de transférer, on va dire, de la compétence déjà de nos comptables vers ces outils qui vont permettre de checker un peu plus les processus, et de mettre en avant ceux qui sont encore défaillants ou trop lents, pour pouvoir les améliorer, de suivre effectivement ce qu'on appelle l'onboarding fournisseur, pour qu'on ait de plus en plus de fournisseurs qui basculent dans le monde électronique, qui vont nous faire gagner ce temps précieux. Du coup, ça permettra, la réception étant sécurisée, du coup, je peux prendre un peu plus de temps en interne pour valider et approuver les factures. Voilà, c'est tout ce processus qui fait aussi gagner dans votre approbation pour pas payer vite, ou là, parfois, il y a des risques aussi de payer potentiellement la mauvaise facture au mauvais fournisseur, hein, des doublons de factures qui ont été payés, ça s'est vu des multiples fois. Donc voilà, ce genre de choses, on va gagner du temps en productivité interne et en sécurisation des flux. Tu veux rajouter des choses, David? Juste, oui, enfin, tu as dit le principal. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'optimisation des outils, on a une facilité de mise en place des outils avec notamment toutes les parties qui sont en SaaS. Hein. Je dirais presque qu'on est, pour reprendre le terme d'une marque, on est dans du plug and play. Donc aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui sont facilement attachables, accordables, intégrés dans vos outils, dans les outils comptables, en tout cas dans les outils comptables du marché, et qui peuvent permettre de faire un certain nombre de choses et justement de sortir des indicateurs de performance, d'optimisation qui vont mettre en lumière des dysfonctionnements et des fois des dysfonctionnements que l'on n'avait pas forcément en tête. Je pense notamment à certains dysfonctionnements qu'on connaît tous et c'est un peu les us et coutumes. Une fois qu'on les connaît, ils sont passés en fait dans la partie nébuleuse et on a souvent, quand on fait des projets ensemble, on voit souvent des clients qui nous disent ah, mais là, on a de forts délais. Oui, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, la personne est partie en vacances, mais là, votre outil nous empêche de faire validation. En fait, non, c'est qu'en fait, quand la personne était en vacances, l'us et coutume voulait que la facture restait sur le côté et qu'elle attendait le retour de la personne pour venir. Idem quand c'est une personne qui est en maladie. Sauf que là, en effet, l'outil, lui, va pouvoir ressortir ces éléments et va pouvoir dire au bout de 3, 4, 5 jours que la facture est dans une tâche, va pouvoir mettre un détecteur qui va en effet mettre en lumière qu'il y a une absence de quelqu'un pour une validation ou tout simplement qu'il y a des personnes qui sont en capacité d'engager, de valider et de payer une facture, ce qui est
très mauvais pour la séparation des tâches et pour tout ce qui est fraude. Donc tous ces éléments-là vont contribuer en fait à se poser des questions sur des fois des choses que l'on fait machinalement et sur lesquelles en fait on peut optimiser. Donc les outils, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui vient aider. Ça vient pas remplacer, ça vient enlever un certain nombre de tâches qui sont répétitives pour placer les personnes au cœur de leur métier et apporter de la valeur ajoutée. Sur le travail et le relationnel, justement, bah, le fait de pouvoir mettre du monitoring, le fait de travailler justement sur ces contrats, et bah, ça permet aussi, et c'est pour ça qu'avant on était sur la dématérialisation, la digitalisation des factures, et puis on arrive maintenant, les outils arrivent à s'intéresser aussi à la partie achat, à la partie contractualisation, euh, bah, tout simplement parce que, comme l'a dit Raph, depuis octobre, à partir du moment où, en tant que client, vous fournissez un numéro de bon de commande à un fournisseur, il est dans l'obligation de le mettre. Alors quand on dit ça, on se dit, bon, ok, je vais donner un bon de commande, le fournisseur va le mettre sur sa facture, ça fera une référence. Bon, c'est juste une obligation supplémentaire. À quoi ça sert? Bah, quand vous êtes dans la digitalisation, vous vous apercevez que ça vous fait une clé de rapprochement et qu'en effet, le fait de fournir un numéro de bon de commande qui a été généré par votre ERP, quand vous allez recevoir la facture qui aura cette référence-là, bah, ça va vous faire votre clé et vous allez pouvoir faire un rapprochement automatique ou du moins une proposition de rapprochement. Donc tous ces éléments-là viennent travailler sur l'amont et viennent aussi se poser les questions sur bah, est-ce qu'on a des contrats cadres avec ces personnes? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, on a des factures de ce fournisseur qui, pour un site, vient nous facturer un certain prix et sur un autre site nous facture un autre prix. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus évident de travailler avec lui et de lui proposer peut-être un ensemble de prestations? Donc, on peut aussi avoir plusieurs fournisseurs qui font le même service sans que ça soit pour autant un choix de société ou une stratégie de société. Donc, sans vouloir mettre tous les œufs dans le même panier, se dire bah, est-ce qu'aujourd'hui il y a une possibilité, lorsque je fais un appel d'offres, de travailler, de contractualiser différemment, de mettre tout simplement une obligation à mon fournisseur pour un envoi de factures dématérialisées avec comment j'envoie mes factures, où est-ce que je les envoie, comment je les paye, etc., etc. Alors, je laisserai Raph parler sur la mise à jour du référentiel. Je vais prendre juste un petit coup et passer sur le reverse factoring. On a mis cet élément-là dans le travail relationnel. Pourquoi? Parce qu'aussi avec la crise sanitaire, je vous l'ai dit en début, certaines entreprises jouent le jeu et vont payer en accéléré leurs fournisseurs. Mais pour pouvoir jouer le jeu, il faut aussi avoir les outils pour pouvoir jouer le jeu. Et en effet, ces entreprises-là, pour la plupart, ont déjà la possibilité de faire financer des factures ou en tout cas de proposer à leurs fournisseurs, dès lors que la facture a été validée, si elle n'est pas au délai, donc je prends une facture, je reçois une facture le 1er mai. Cette facture-là est à l'échéance 45 jours, donc doit être payée mai-juin, donc le 15 juin. Mais j'ai déjà le numéro de bon de commande, la réception a déjà été faite, tout est bon, donc je sais que le 5 mai, cette facture peut être payée et sera payée donc le 15 juin. Et ben, à partir de ce moment-là, j'indique au fournisseur que chez moi, la facture est validée et donc est prête à paiement et que s'il le souhaite, il peut, auprès d'un établissement, et généralement sur le reverse factoring, hein, parce que là on parle du reverse, auprès d'un établissement qui est mon établissement bancaire, puisque moi je viens valider cette créance, il peut se faire financer. Donc tout simplement, bah, je travaille avec une banque, cette banque-là me connaît, elle me fait confiance, et moi, je lui dis oui, oui, en effet, le 15 juin, je payerai bien cette facture-là à ce fournisseur-là. Donc, s'il a besoin d'une ligne de crédit, et ben moi, je viens garantir que cette ligne de crédit jusqu'au 15 juin est opérable. Et donc, c'est ce relationnel qu'on l'on va pouvoir travailler. Et aujourd'hui, on voit que les fournisseurs ne sont plus de simples fournisseurs, mais deviennent de vrais partenaires, tout simplement parce que, et Rav va vous parler au niveau du référentiel, référencer un fournisseur, ça coûte cher, et avoir un bon fournisseur, ça coûte cher aussi. Et généralement, des fournisseurs peuvent avoir des accréditations ou des choses comme ça, et ça ne se remplace pas du jour au lendemain.
tout à fait, David. Oui, un point clé qu'on retrouve dans beaucoup d'organisations, c'est le fait de dire, bien sûr, tout le monde aujourd'hui a un référentiel fournisseur, c'est une évidence. En revanche, la maîtrise du process de création des fournisseurs, celui-ci, effectivement, fait souvent, très souvent défaut. Parce qu'en fait, bah, le constat qui est fait, c'est déjà qu'il y a une démultiplication des fournisseurs pour des services similaires dans l'entreprise. Hein, par exemple, sur un même immeuble, retrouver de 7 étages, on va dire un immeuble de 7 étages pour un siège parisien, voilà, trouver jusqu'à une dizaine de fournisseurs de prestataires de plateaux repas, voilà, est significatif de la démultiplication du nombre de fournisseurs. Bon, c'est anecdotique, mais ça témoigne un peu de l'état d'esprit. Donc, ça génère effectivement beaucoup de contraintes administratives, hein, inévitablement derrière. Il faut tenir 10 fournisseurs, 10 facturations différentes, 10 potentiellement délais de paiement différents, etc. Voilà, donc il y a une rationalisation à opérer et cette rationalisation, elle s'opère par vraiment un process d'approbation, de création des nouveaux fournisseurs avec les différents intervenants qui vont du demandeur, qui justifie effectivement pourquoi il ne passe pas par les fournisseurs déjà existants. Euh, donc, il a besoin de nouveaux services, ok, qui ne sont pas couverts ou peu couverts ou mal couverts par les fournisseurs existants, très bien. Et puis ensuite, tout un process d'enrichissement des fiches avec les différentes informations souhaitées par les différents départements, donc le juridique, la finance, le contrôle de gestion, voilà, qui va permettre d'enrichir cette fiche pour finalement l'approuver pour qu'elle devienne un fournisseur référent de la base qui va permettre effectivement de sécuriser hein, l'ensemble du flux. Et donc, du coup, souvent, l'aspect contractuel hein, reste un élément clé aussi de travailler avec les fournisseurs qui répondent aux exigences de l'entreprise en matière aujourd'hui de dématérialisation fiscale, de restitution du numéro de commande, etc. Voilà, un certain nombre d'éléments clés qui vont permettre toujours dans le même esprit de fiabiliser, sécuriser la relation et donc au final garantir le respect des engagements de délai de paiement pris avec ce fournisseur. Voilà, je pense qu'on a essayé de faire le tour sur les différents sujets. Donc déjà, on vous remercie fortement pour la participation à ce webinaire. Donc le prochain, ça va concerner effectivement la piste d'audit. Hein. Voilà, élément important de tout ce processus. Il se tiendra je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est début juin. De toute façon, on vous enverra la date. Je n'ai plus la date exacte, je crois que c'est le 5 ou 6 juin. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Ah oui, je vois une main levée. C'est le 9 Alors, juin. merci pour ce webinaire. Tu la vois la question? Oui. Non, je disais, c'est le 9 juin. Si la question c'est quand, c'est le 9 juin. Ça sera pas Ah bon, le merci. premier C'est 9 juin. mardi, ça sera Merci. le deuxième. Du coup, je ne pouvais pas changer d'écran, donc merci. Il n'y a pas de souci. Alors, une question, effectivement, pour ce webinaire. Est-ce que, dans le cas d'une facture électronique, la date de facture du délai de paiement peut être légalement la date de transmission et non la date d'édition figurant sur la facture? Très bonne question. Dans l'esprit, généralement, la transmission se fait dans la foulée de l'édition. Est-ce que toi, tu as des cas précis? Là, moi, j'ai pas de cas. S'il y a des Alors, différences de date entre la date d'élaboration de la facture et de sa transmission électronique. moi, je répondrais qu'il faut voir le processus parce que je veux pas dire de bêtises sur le cas précis. Mais en effet, normalement, la date de transmission et la date de document, puisque le DI, il n'y a pas de document et c'est les ERP qui se transmettent les informations. Donc normalement, à partir du moment où on est dans un vrai EDI, quand mon fournisseur émet sa facture sur son ERP, elle est directement transmise à mon ERP à la même date. Donc je profite de ce point pour dire de bien faire attention, et on en parlera au niveau de la piste d'audit. Et d'ailleurs, lors de la crise sanitaire, l'administration fiscale est revenue dessus, à bien faire attention à ce que l'on appelle une transmission électronique. Je vais donner un exemple. Je suis fournisseur, je fais une facture sur mon logiciel, je l'imprime,
je vais à mon imprimante, je la scanne, ça me fait un fichier. Ce fichier-là, je le mets dans un email, je le transmets au client, au commercial du client, qui lui le réimprime, le transmet à son comptable, qui le scanne et qui le met en PDF dans son ERP. On pourrait croire que c'est un PDF. Là, il y a eu plusieurs ruptures de la piste d'audit. Donc, sur ce point-là, il faut être extrêmement vigilant. Quand on est dans une transmission d'une facture électronique, normalement, date égale date d'émission égale date d'envoi. Alors après, en effet, s'il y a un décalage, ben, il faut voir où est lié ce décalage, à quoi est lié ce décalage. Mais normalement, on ne devrait pas avoir un décalage de plus de 2-3 jours, qui est grosso modo la tolérance qui est acceptée par l'État entre le délai d'émission d'une facture et le délai de la réception par voie postale ou par autre voie. Donc voilà. Donc ma réponse est peut-être une réponse un peu de Normand, mais en tout cas, voilà, il faut bien faire attention et regarder et bien vérifier la piste dite et bien vérifier les éléments que je viens d'indiquer. Effectivement, comme tu l'exposes dans la génération électronique de PDF, normalement, on est dans une transmission automatique. Enfin, nous, on le voit sur des projets qu'on mène sur la partie sortante, émission de facture, donc la partie client. Hein, donc, je transfère mes factures à mes clients. Donc, du coup, la génération de l'ERP du fichier de facturation avec les PDF associés, bah, il génère une date donnée et ce fichier est transmis automatiquement sur une plateforme électronique qui, elle, va rediffuser les factures ou les mettre à disposition des clients en format électronique. Et du coup, on est vraiment dans de l'instantané quasiment. C'est dans la journée, c'est la même date qui est transitée partout. Hmm. Pour répondre C'est à votre l'intégration. question. Après, même s'il peut y avoir des délais d'intégration, puisqu'on sait très bien que quand on veut intégrer, des fois on fait des choix et on fait pas une intégration à la minute, mais on fait des intégrations par session ou le soir pour ne pas Tout à fait. encombrer les éléments. Mais cette intégration, même si elle est loupée, le fichier est généré, il est généré avec une date. Donc voilà. Donc c'est à bien regarder. Ok, Désolé puis pour une la deuxième réponse qui est question. pas. Une deuxième question. Pour éviter le délai d'attente d'un avoir de la part du fournisseur en cas d'écart de prix, est-ce que l'utilisation d'une note de débit émise par le client est souvent rencontrée? À quelles conditions? Ah, alors quasiment de l'autofacturation. Euh, je vois peu ce genre de processus aujourd'hui automatisé. On est bien dans Non, l'attente. je vois un avoir à recevoir pour, à la rigueur, faire un lettrage et donc venir faire le paiement et venir lettrer l'ensemble de la facture pour l'enlever. Mais non, pas de titularisation. À partir du moment où vous attendez un avoir sur une facture, vous ne pouvez pas l'effectuer. Je dirais même, vous ne pouvez pas compenser cet élément-là avec un autre élément et retenir sur un paiement futur. Il n'y a pas de compensation qui est normalement autorisée. Et j'irais presque au-delà, à partir du moment où vous recevez une facture, même si c'est une facture qui n'est pas sur une prestation qui a été réalisée pour vous, euh, par la réciprocité des comptes, vous devez l'enregistrer. On voit souvent dans les us et coutumes, et on le comprend de manière pragmatique, on voit souvent les entreprises qui disent bah non, je l'enregistre pas, renvoie-moi une facture et corrige-moi ça, ça, ça. Ça, normalement, ce n'est pas accepté puisque la facture, à partir du moment où elle a été émise, et qu'elle est dans les comptes du fournisseur, elle doit avoir sa réciprocité dans les comptes clients. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là sont des choses sur lesquelles justement on peut aujourd'hui avec des outils se débarrasser entre guillemets des complications administratives en les automatisant et en venant travailler différemment. Nous, on a mis en place, par exemple, pour un client, une préfacturation, ça veut dire qu'en fait, le fournisseur vient indiquer un certain nombre d'éléments qui vient composer sa facture, et c'est une fois qu'il a la validation de ces éléments que la facture est émise et définitive dans les deux parties. Donc c'est vrai que ça fait gagner du temps, la validation se fait
sur une préfacture. Et c'est qu'une fois qu'ils se sont mis d'accord, alors on retrouve généralement ça quand on a des prix de transport ou quand on a un certain nombre d'éléments de ce type-là, mais c'est qu'à partir de ce moment-là où la validation est faite et par le fournisseur et par le client, qu'elle est intégrée automatiquement dans les deux ERP. Donc ça peut être des choses qui font gagner du temps et notamment qui font gagner sur les parties des litiges pour éviter des blocages pour des factures de 100 000 euros pour 15 ou 20 euros de transport. Je sais que ça peut faire rire, mais je l'ai déjà vu et forcément, vous seriez, si vous bloquiez une facture de 100 000 pour 15 euros, vous seriez dans une problématique de mauvaise foi et il pourrait y avoir des problématiques, même si vous expliquez qu'aujourd'hui, votre logiciel ne vous permet pas de faire un paiement partiel ou faire un règlement partiel d'une facture. Tout à fait. Il y a un de nos participants qui s'est permis de répondre aussi. Donc, si je peux me permettre, la date d'émission de facture reste le point de départ du délai de paiement. Mais comme vous l'exposez, mais dans le cadre d'une facture transmise à une collectivité publique, le point de départ est la réception dans le portail Chorus. Donc, vous voyez, l'administration, elle considère que c'est la réception, du coup, dans son portail qui vaut date de démarrage. C'est clair qu'aujourd'hui, les plateformes Alors, permettent de tracer toutes ces informations. Ça sera peut-être l'évolution de demain aussi. Ouais. Pour la bonne et simple raison que, en effet, le portail Chorus a été mis en place de manière homogène et obligatoire pour l'ensemble des fournisseurs et qu'en fait là la piste d'audit pour l'État commence au dépôt dans Chorus et non pas à l'émission puisque vous avez enfin les personnes qui adressent leurs factures à l'État ont une obligation de dépôt sur cette plateforme mais n'ont pas une obligation d'émission d'une facture électronique. Donc ils peuvent très bien eux émettre une facture papier et venir la poser sur Chorus. Et donc là, on a cette petite variante en effet pour Chorus, où l'État a souhaité que l'ensemble des éléments soient réceptionnés sur Chorus. Mais sur Chorus, Chorus reçoit aussi bien des factures papier que des factures PDF, que des factures EDI, etc., etc., etc. Très bien. Merci David. Eh ben, écoutez, je vois que tout le monde est encore connecté, donc c'est que j'espère que c'est intéressant. On va s'arrêter là, sauf si vous avez encore une dernière question, voilà. Mais je pense qu'on est un petit peu, oui, on est bien hors délai de ce qu'on avait prévu, mais bon, c'est que les sujets passionnent. Voilà, ben on se tient à votre disposition. On va vous faire parvenir la présentation, nos coordonnées, voilà, et puis à votre écoute si vous voulez qu'on en parle de façon plus particulière au regard de vos problématiques auxquelles on pourrait potentiellement peut-être répondre. Merci à tous de votre participation. Merci David. Merci à tous. Et excellente journée et bonne fin de confinement en espérant qu'on retrouve une vie normale dans peu de temps. À bientôt. Merci messieurs, dames. Au revoir. À bientôt, au revoir.